Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va expliquer la première partie de la science 2. Je tiens juste à rappeler que nous avons déjà traité dans la première séance la notion de la supply chain et les différentes familles de systèmes d'information. Dans cette séance, on va surtout traiter la notion de l'ERP, on va vraiment la détailler et dans la vidéo suivante, on va détailler en deux parties les types de fabrication. Je tiens juste à rappeler ce qu'on avait vu rapidement aussi dans la dernière partie de la science 1. On a vu les grandes familles. Là, vous avez les grandes familles. Mais il n'y a pas que ça également. Il y a aussi d'autres familles qu'on n'a pas du tout évoquées pendant la première séance. On ne peut pas tous les traiter. Il y a par exemple tout ce qui est e-sourcing, c'est pour gérer les achats. Et procurement, c'est pour gérer les approvisionnements, ainsi de suite. Là, on n'aura pas le temps de tous les détailler, mais retenez quand même au moins les grandes familles. Alors, là, on revient sur la notion de l'ERP. Alors, on l'a vu rapidement la première séance. Là, on rentre un peu plus dans le détail. Déjà, c'est quoi un ERP? Un ERP, en fait, finalement, c'est un système d'information, mais on dit quand même il est intégré. Pourquoi il est intégré? On a beaucoup insisté sur la notion d'intégration parce qu'on va utiliser quand même une base de données qui est commune et qui est centrale à tous les utilisateurs. C'est très important. Et comme n'importe quel système d'information, comme on l'a défini, en fait, il va jouer l'intermédiaire en fait entre les deux systèmes, le système de décision et le système opérant. Ça, on l'a détaillé également dans la première séance. Et comme dans n'importe quel système, on va trouver des fonctions de base, ça permet de saisir, transmettre, stocker, retrouver, manipuler et traiter l'information ou les données. Ça, c'est la vision globale. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour qu'on puisse dire qu'un ERP, c'est un véritablement logiciel de gestion intégrée. Là, il faut faire attention. On va se référer à l'organisme qui s'appelle CXP. En fait, c'est un organisme spécialisé dans les systèmes d'information. Alors, lui, il donne une définition. Il dit en fait, pour que ça soit véritablement un logiciel de gestion intégrée, il faut qu'il y ait plusieurs caractéristiques. D'abord, il faut qu'il couvre au moins 3 domaines. On a vu c'est quoi domaine? On a dit domaine, module ou brique applicative. Par exemple, il couvre la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, le contrôle de gestion, ainsi de suite. Au moins, il couvre 3 domaines. Ensuite, on va dire, les 3 domaines sont conçus généralement par le même éditeur et du coup, on est sûr qu'au moins qu'ils soient intégrés les uns aux autres. Ensuite, on a une unicité des données et ça, c'est très important. On va trouver toujours une seule base de données qui est utilisée, qui est partagée par l'ensemble des modules. Et aussi, il y a une caractéristique, c'est pouvoir aussi traiter l'information en temps réel. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, il y a un nouveau client, je vais saisir ces données. Dès que je valide, après, elle sera valide à tous les autres utilisateurs. Et enfin, on a la possibilité de tracer les opérations. Je sais très bien qui a fait quoi, quand est-ce que ça a été fait, qui a modifié le prix, qui a lancé la commande, ainsi de suite. Ça, c'est les caractéristiques à retenir selon CXP, bien évidemment. J'ai mis également le lien de CXP si vous voulez regarder le site de quoi il s'agit. Vous pouvez vraiment voir, c'est un site qui est très, très, très performant dans la comparaison et l'analyse des systèmes d'information. Alors ensuite, on peut parler également, quand on parle des ERP, en fait, on essaye d'avoir ce qu'on appelle le nid d'abeille. Alors, le nid d'abeille, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement, on essaie d'avoir l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Là, on dit briques, on dit modules, et qui soient intégrés les uns aux autres. C'est une intégration informationnelle, mais également organisationnelle. Il ne faut pas qu'on soit isolés les uns aux autres, qu'il n'y a pas de communication, ainsi de suite. C'est ça, en fait, l'objectif d'avoir un logiciel qui est intégré. Toutes les fonctions sont intégrées les unes aux autres. Alors, attention ici, c'est très important. On dit aussi un système d'information. C'est un système international avec toutes les spécificités nationales. Je répète, un ERP, c'est un système international avec toutes les spécificités nationales. Là, je ne parle pas de cas par cas, mais je parle en termes généraux. Et on dit pourquoi. Là, on va expliquer rapidement parce qu'en fait, on a la possibilité d'utiliser plusieurs langues, d'accord? Si on est une entreprise multisite, là, je ne vais pas pouvoir donner des exemples, mais je vous ai donné plein d'exemples pendant le cours. Vous avez plusieurs entreprises, par exemple, ils ont un site, par exemple, en France, un autre en Chine, un autre au Maroc, et ainsi de suite. Et du coup, chaque site peut utiliser dans sa propre langue, on va dire, nationale. Ensuite, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est
multi-sites, d'accord? On peut l'utiliser dans différents sites, soit au niveau national, soit au niveau international. Et ce qui est bien encore, on peut l'adapter aux pratiques nationales, d'accord? Il y a la dimension internationale, mais il y a également la dimension nationale, et du coup, on peut intégrer la monnaie, la fiscalité et la législation qui est différente d'un pays à un autre, ok? Et ensuite, on a également la possibilité de consolider on va dire, les comptes de la même entreprise. Par exemple, je peux faire des zooms. Est-ce que je suis rentable dans les différents sites en France? Est-ce que je suis rentable dans les différents sites en Europe? Est-ce que je suis rentable dans les différents sites que j'ai dans le monde au niveau du groupe? Et il y a aussi une saisie unique des données, d'accord? Et on a toujours la standardisation des processus. Ça veut dire quoi en fait? Peu importe si je suis en Chine, en Thaïlande ou en France ou au Canada, généralement on a la même manière de procéder et de travailler. Si par exemple je veux lancer une commande, là j'ai l'ensemble des étapes qui sont plus ou moins standards, peu importe le pays du moment où on est dans la même entreprise. Et enfin, on a un accès direct à toutes les données. Et du coup, on essaie un petit peu de retenir. Un ERP, c'est un système international avec toutes les spécificités nationales. Si je pose ce genre de questions, la réponse est oui. Je ne parle pas vraiment de cas par cas ou des petits ERP, ainsi de suite. Je parle en termes généraux. Et du coup, là, vous avez l'explication pourquoi. Déjà, le fait qu'on peut l'utiliser avec différentes langues, le fait qu'on arrive à le personnaliser avec la monnaie locale, avec la législation locale, ainsi de suite. OK? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit aussi ici? Un ERP, il est basé beaucoup, et ça on l'a dit, on a beaucoup insisté, on a dit qu'il est basé sur la notion de processus. On essaie un petit peu de sortir des fonctions classiques pour parler des processus. Alors, c'est quoi un processus finalement? Un processus, c'est un ensemble des étapes, qui est un enchaînement d'étapes qui vont traverser plus ou moins une ou plusieurs fonctions de l'entreprise. Là, c'est ce que vous voyez, vous connaissez par exemple l'organigramme classique. On va le détailler juste après. Et là, le processus, généralement, c'est horizontal, d'accord, par rapport aux fonctions qui sont verticales. Un processus est un ensemble d'activités corrélées entre elles pour transformer les éléments entrants en éléments sortants, d'accord? Et du coup, on parle, par exemple, là, rappelez-vous aussi quand on a évoqué la notion de système, généralement, on a des entrées, des inputs. Ensuite, il y a une transformation, c'est un processus, peu importe lequel. Et ensuite, on a des données de sortie ou des sorties ou des outputs. Alors là, je vous donne un exemple rapide. Par exemple, pour réaliser un produit, j'aurais besoin de quoi? Là, on va trouver qu'il y a plusieurs actions qui vont constituer ce processus. Le processus, il s'appelle réaliser le produit. Alors, pour réaliser le produit, on va utiliser un ensemble d'activités ou d'actions et qui sont organisées entre elles d'une manière précise. OK? Et c'est ce qui va nous permettre de transformer les inputs à des outputs. OK? Et la notion de valeur ajoutée, en fait, elle fait qu'augmenter tout au long de processus ou l'avancement de processus. C'est ce que vous connaissez généralement. Ça, c'est l'organigramme classique de l'entreprise. Et on a des métiers, d'accord? Ça, c'est des métiers, par exemple, la distribution, la création. Sauf généralement, dans la réalité, pour réaliser un processus, on ne peut pas rester cloisonné à l'intérieur d'une seule fonction, d'un seul métier. Et du coup, c'est pour cela qu'on essaie de se baser sur l'approche processus. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour réaliser l'offre, j'ai pas besoin uniquement de la création, mais j'aurais besoin, par exemple, de plusieurs services. Pour réaliser le produit, j'aurais également besoin de plusieurs services. Pour mettre à disposition les ressources, j'ai besoin également de plusieurs services. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, pour créer l'offre, là, j'aurais besoin de plusieurs compétences qui sont différentes les unes aux autres. D'accord? J'aurais besoin finalement de la création. C'est ce qu'on appelle par exemple le design. J'aurais besoin du marketing pour savoir comment je peux vendre ce futur produit. J'aurais besoin de la production. J'aurais besoin de la vente. J'aurais besoin aussi peut-être de systèmes d'information pour piloter aussi les informations. Ensuite, pour réaliser le produit, là aussi, j'aurais besoin de plusieurs, on va dire, compétences. D'accord? J'aurais besoin de la production, mais j'aurais besoin peut-être aussi de la finance et des achats, et j'aurais besoin également de systèmes d'information. Et pareil pour la dernière aussi, j'aurais besoin de plusieurs métiers. D'accord? Ce qu'il faut retenir à ce niveau, en fait, un processus, c'est il va traverser ou il va utiliser une ou plusieurs fonctions de l'entreprise. D'accord? C'est pas figé plus ou moins dans une seule fonction.
Alors, là, ici, on a un exemple de processus achat. Comme vous pouvez le voir, par exemple, pour réaliser, on va dire, un acte d'achat au niveau de l'entreprise, en fait, on ne va pas rester figé à l'intérieur d'une seule fonction qui s'appelle achat. Mais vous voyez ici, par exemple, c'est vrai qu'on va réaliser la demande, le prix de devis, on va l'envoyer au fournisseur. Là, on va recevoir l'offre. En plus, on va passer la commande. Mais à certains moments, on va faire appel à d'autres services. D'accord? Il y aura le service réception, il y a le service comptabilité, il y aura le service aussi comptabilité fournisseur. Et si on veut être performant, c'est pas uniquement à l'intérieur de la fonction achat, mais c'est tout le long de ce processus. Parce que s'il y a une étape qui bloque, ben, tout le processus il va bloquer. C'est pour cela on parle de plus en plus, et vous allez m'entendre parler beaucoup de termes processus. Alors ensuite, là, je rentre pas dans le détail tout de suite, c'est pas votre niveau, mais sachez juste qu'on peut modéliser ou on peut organiser toute la supply chain en termes de processus. Là, vous avez deux visions différentes. Je peux vous parler rapidement, mais bref, ça c'est le modèle SCORE, dans lequel on va organiser par exemple chaque entreprise en un ensemble de processus. On va dire qu'il y a les appros, il y a la production, il y a la livraison, il y a les retours. D'accord? Et vous voyez en fait les processus tout le long de la supply chain, ils sont liés les uns aux autres. Bien évidemment, j'ai pas oublié, mais il y a toujours la planification. Ici, c'est le cinquième processus. Vous avez encore d'autres visions de la supply chain. C'est aussi toujours basé sur la notion de processus. Alors ensuite, là, on revient quand même sur l'ERP, c'est le sujet de cette partie. Et du coup, vous n'avez pas un seul éditeur, mais vous en avez plusieurs. Et là, vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre, surtout quand vous voyez les offres d'emploi, vous voyez toujours, ou la plupart du temps, ou souvent, des termes que vous ne comprenez pas. Par exemple, on dit, OK, on aimerait bien quelqu'un qui maîtrise le RP, mais on dit par exemple SAP. D'accord? Et vous allez voir après, on va détailler encore par module. Alors du coup, si on regarde le marché rapidement, on a SAP généralement, c'est le leader du marché. On a Oracle et PeopleSoft, en fait, maintenant, ils font une seule entité. Là, vous avez une idée quand même sur le chiffre d'affaires, ainsi de suite. OK? Là, vous avez également un tableau. De toute façon, vous avez les documents et vous avez le support de cours. Là, vous pouvez vraiment le regarder dans le détail. Vous avez pour chaque ERP, vous avez ici, par exemple, l'ensemble des fonctions qui découvrent parmi les grandes familles. D'accord? Ensuite, là, vous avez une idée rapide, même si ça date, ça reste toujours un petit peu d'actualité. Vous avez toujours SAP qui détient 40% du marché mondial. D'accord? Et ensuite, vous avez Oracle et PeopleSoft qui sont un petit peu le deuxième et vous avez des petites solutions derrière qui interviennent. En France, c'est presque la même configuration. On est vraiment dans la même configuration ou presque. Si vous avez fait par exemple des études dans un IUT, peut-être vous avez entendu parler de Cegid ou Adonis ou Sage, ainsi de suite. Okay? Alors là, vous avez un petit graphe qui vous explique finalement pourquoi on utilise l'ERP. La plupart des entreprises, en fait, quand elles l'utilisent, c'est pour le module, par exemple, GPAO ou gestion commerciale pour gérer la supply chain ou gérer des projets. D'accord? Il y en a aussi plusieurs aussi qui l'utilisent uniquement pour faire de la comptabilité et de la finance ou, et en dernier lieu, là, les ressources humaines. Ça, c'est vraiment les grands modules qui sont utilisés par les entreprises. Alors ensuite, ce que on va essayer de retenir, on a quand même quatre grands éditeurs, d'accord? On a SAP, on a Sage et Oracle, et on commence à avoir de plus en plus des solutions de Microsoft qui commencent à proposer également des solutions ERP. Et du coup, on a aussi Microsoft Dynamics ou Navisio. Okay? On a également d'autres petites solutions qu'on ne va pas traiter tout de suite, mais vous avez au moins une liste. Comme ça, si vous avez des termes dans les offres d'emploi ou si vous êtes déjà dans une entreprise, au moins vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle Sage, il y a aussi Cegid, il y a ainsi de suite. Alors là, je vous fais juste aussi une remarque. Tous les ERP ne font pas la même taille, d'accord? Ils ne couvrent pas aussi toutes les fonctions. Généralement, quand on est un grand groupe, d'accord? Là, on a le choix généralement entre SAP et Oracle. Maintenant, selon la taille, on peut descendre encore. Et si on est par exemple une toute petite structure,
ben ça sert à rien qu'on passe sur des solutions parce que non seulement ça coûte très cher, mais ça ne répond pas à notre besoin. Ceux qui vont rester avec nous ici pour la troisième année, vous aurez l'occasion d'utiliser Business One, d'accord, en troisième année dans la spécialité Supply Chain. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des petites solutions ici et j'ai mis aussi, j'ai rajouté l'ERP libre, on dit open source parce qu'il y a aussi certains ERP qui sont libres, qu'on peut télécharger, qu'on peut personnaliser gratuitement. Après, tout n'est pas gratuit, mais bref, on les appelle des ERP open source. Là, vous avez juste rapidement aussi l'architecture générale d'un ERP. On peut avoir accès à l'ERP grâce à une connexion client-serveur. Ça veut dire quoi? Je suis dans l'entreprise et mon PC est connecté directement avec le serveur grâce à un câble. D'accord? Je peux également avoir une connexion grâce à l'intranet ou à Internet. Par exemple, je vais connecter mon ERP avec le site de e-commerce de l'entreprise. Comme ça, derrière, il va gérer aussi un petit peu le stock. D'accord? Le commercial, par exemple, qui se balade un petit peu partout dans le monde, il peut à certains moments aussi se connecter grâce à son PC ou à sa tablette dans le RP pour, par exemple, faire un devis. Je peux également donner l'accès à certains partenaires, par exemple des distributeurs ou des fournisseurs, sur une partie de ma base de données. D'accord? Ou d'autres sites, par exemple les filiales, les entrepôts, les agences, ainsi de suite. Ok? Ça, vous avez une vision vraiment globale de l'architecture et les différents accès possibles à l'ERP. Je rentre pas dans le détail ici parce que ça vous fait peur un petit peu, mais juste faites attention. Quand on choisit un ERP, généralement, on essaye de faire attention à certains critères, d'accord? Si on est dans une entreprise qui utilise que du Windows, ça sert à rien qu'on parte sur un ERP qui utilise que, par exemple, Linux, d'accord? C'est pas bon, d'accord? Et du coup, attention aussi, si on a déjà, par exemple, une base de données Oracle qu'on aimerait bien garder avec le nouveau ERP, ben, du coup, faites attention. Est-ce que l'ERP que vous allez choisir, il est adaptable ou pas? Est-ce qu'il utilise cette base de données ou pas? Si vous voulez également utiliser une base de données gratuite ou pas, ainsi de suite. Et du coup, tous ces critères, je ne rentre pas dans le détail, faites attention. Généralement, c'est des paramètres qu'on doit prendre en compte quand on va choisir un ERP. Alors là, vous avez juste une idée du prix. Ça peut aller de, on va dire, des ERP gratuits open source jusqu'à des plusieurs millions d'euros. D'accord? Pour des solutions, on va dire des PME, PMI, des fois on est par exemple sur un chiffre de 2000 euros par ou 2500 euros par poste. Après, selon le nombre de postes, selon le nombre de modules, là vous avez juste une idée rapide. Alors ensuite, rappelez-vous, on a toujours parlé qu'un ERP, il faut absolument que ce soit un système d'information intégré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il contient une base de données commune et là, vous avez les différents modules qui sont tous connectés à la même base de données. Alors ensuite, là on parle généralement des ERP qu'on achète, il y a des éditeurs, mais attention, il n'y a pas que ça, parce qu'on peut également développer notre propre ERP. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait le choix de développer leur propre ERP. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez toute la liste. Là, c'est juste une vidéo qui résume un petit peu le cours. Je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo de 2 heures, mais juste, en fait, quand vous voulez comparer entre développer un ERP ou acheter un ERP qui existe, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous voulez faire un costume sur mesure ou vous voulez acheter du prêt-à-porter, d'accord? Alors, costume sur mesure, ben, ça va vous convenir parfaitement parce qu'il est fait pour vous, d'accord? Par contre, il faut attendre, le délai ne sont pas du tout pareil, ni le prix n'est pas du tout pareil. Le prêt-à-porter, ben, on a déjà quelque chose qui existe. Après, peut-être il faut juste l'ajuster un petit peu avec l'entreprise ou avec notre taille. Mais bref, ça reste quand même accessible, il est déjà prêt et le risque il est un peu moins que si on part vraiment de zéro pour développer un ERP. Là, vous avez également d'autres caractéristiques. Je vous laisse les dire quand vous aurez un petit moment vraiment dans le détail. Toujours la notion, est-ce que je veux acheter un costume sur mesure ou je peux acheter un costume directement qui est déjà dans le commerce et l'ajuster un petit peu. C'est toujours la même chose. Alors, on peut également trouver des ERP qui sont plus ou moins universels. D'accord? Ça veut dire quoi en fait? En fait, ça couvre tous les domaines. D'accord? On peut également certains ERP qui sont adaptés à un secteur particulier, par exemple. C'est des ERP qui sont spécialisés pour la banque ou des ERP qui sont spécialisés, par exemple, pour
l'industrie du pétrole, d'accord? Et ça, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle, soit c'est un ERP qui est horizontal, soit c'est un ERP qui est vertical. Alors, vertical, c'est qu'on est vraiment dans un secteur particulier. Horizontal, on va couvrir plusieurs domaines. D'accord? C'est comme vous dites, est-ce que je veux. C'est comme, en fait, on fait la comparaison entre un médecin généraliste qui peut parler de plusieurs domaines. D'accord? Par contre, il est incapable peut-être de maîtriser chaque domaine de la même manière qu'un spécialiste. Après, à vous de voir. Généralement, il y a les deux types. Attention ici, c'est très important également. Quand on choisit un ERP, c'est pas du tout le choix par rapport à uniquement le coût de la licence. C'est ce que vous voyez le plus souvent. Là, il faut absolument faire très attention. Par contre, il y a beaucoup plus de critères. Là, je vous ai mis tous les critères. D'accord? Parce que, par exemple, la notoriété de la solution et de l'éditeur, elle est très importante. Je ne vais pas acheter aujourd'hui un ERP chez quelqu'un que je ne connais pas trop et que je ne vais pas retrouver d'ici 1 an ou 2 ans pour m'aider à, par exemple, à améliorer mon ERP. D'accord? La couverture fonctionnelle, est-ce que ça couvre une fonction, plusieurs fonctions et selon aussi ce que j'ai envie de faire également. La qualité de service, et ça on peut le savoir généralement par rapport au tour client. La flexibilité de la solution, si je peux l'intégrer par exemple avec une solution existante, avec une base de données existante, ainsi de suite. Et là, vous avez plusieurs, et comme vous pouvez le voir, le coût de la licence, c'est un critère parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul critère. D'accord? Et du coup, vous voyez, là, on a plusieurs critères, et j'ai mis encore 3 points parce qu'on peut intégrer encore plusieurs critères. Dans le choix d'un ERP, du coup, il faut faire quand même des pondérations avec un ensemble des critères et dire finalement qu'est-ce qui est le plus important pour l'entreprise. D'accord? Allez, je passe rapidement également. Et pourquoi on parle beaucoup de projet ERP? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est facile. C'est avec un double clic comme on le fait par exemple pour n'importe quel logiciel ou pour n'importe quelle application qu'on va rajouter sur notre téléphone. Non. La réalité, ça va un peu plus loin que ça. En fait, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un ERP, c'est tout un projet qu'on doit piloter de A à Z. Et vous voyez généralement les projets informatiques, il y a quasiment 50% des projets qui échouent et qui n'arrivent pas jusqu'au résultat. Ça veut dire qu'on a dépensé de l'argent, on a mobilisé des gens, mais à la fin, on n'a même pas la solution. D'accord? Un ERP également, ça nécessite, on dit en moyenne, par exemple, 5 ans pour le déployer sur tous les sites d'un grand groupe. Ce n'est pas juste avec un double clic que ça fonctionne. C'est tout un projet. Alors, si vous voulez regarder un petit peu le projet dans le détail, là, je vous ai détaillé un petit peu les différentes étapes. Avant le lancement de projet, comment on va rédiger le cahier de charge, pendant la mise en place technique et ensuite tout le long du projet. Là, vous voyez, par exemple, j'insiste beaucoup sur l'accompagnement des utilisateurs. Là aussi, c'est la même chose, juste pour prendre en compte, attention, il n'y a pas que la partie technique, d'accord? Il y a aussi toute la partie ressources humaines qu'il faut gérer dans un projet ERP. Il faut également avoir toute la partie organisationnelle, d'accord? Il faut absolument trouver le bon équilibre entre ces trois parties parce que si on part que sur cette dimension, bah, du coup, c'est sûr qu'on va se tromper à certains moments et les choses seront bloquées. D'accord? Si on ne tient pas compte des ressources humaines aussi, on peut se tromper. Et du coup, faites attention, il y a les trois pôles. Technique, ok, mais il y a aussi toute la partie ressources humaines et la partie organisation. Alors, là aussi, je vous ai remis plus ou moins les différentes étapes. Je vous ai rajouté juste ici les délais. On a entre 1 à 4 mois. On a entre 3 à 9 mois pour la deuxième phase, si on veut par exemple déployer, choisir, ainsi de suite. Et pour la phase de démarrage, on a entre 2 à 3 mois. Ça, vous avez le détail aussi, vous pouvez rentrer dans le détail, mais honnêtement, à votre niveau, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout ça. Et c'est juste de garder en tête qu'il y a généralement 3 phases. On a la première phase, c'est qu'on va essayer de définir la solution à travers qu'on souhaite mettre en place ou qu'on souhaite développer à travers le cahier de charge. Ensuite, on va soit développer, on va choisir l'ERP ou la solution. Et ensuite, il y a toute la partie, on va dire, démarrage, mise en place, ainsi de suite. OK? Là, vous avez également une idée sur les délais, par exemple, pour des grands groupes. Juste pour choisir un éditeur avec qui on va travailler, bah, du coup, ça peut prendre jusqu'à entre 6 à 9 mois. Pour une petite structure, ça peut être de 2 à 3 mois. Juste pour rédiger un cahier de charge aussi correctement qui tient compte de tous les paramètres, ben attention, ça peut quand même prendre de 3 à 4 mois. Dans une petite structure, c'est 2 à 3 mois.
Et le cahier de charge est très important parce que si on oublie quelque chose dans le cahier de charge, on risque de choisir un ERP qui ne convient pas. D'accord? Et là, je peux aussi vous donner plusieurs exemples. La mise en place du projet, là, ça peut prendre de 9 à 12 mois et le déploiement, ça peut prendre de 18 à 24 mois. Quand on dit déploiement, c'est qu'on a fait le test sur un site, ça fonctionne super bien, mais du coup, on va refaire la même chose dans les autres sites de la même entreprise. Et comme vous pouvez le voir, ça peut prendre de 3 à 5 ans dans un grand groupe et de 1 an à 2 ans dans une PME. Ce qu'il faut savoir aussi, on n'est pas obligé aussi non plus d'avoir un ERP, mais sans l'ERP, on va se retrouver avec plusieurs langues, plusieurs formes, et du coup, ça risque de créer des problèmes, des redondances des données, mauvaise communication, mauvaise réaction. Et ouais, en manque de réaction, on a donné l'exemple, si un client m'appelle, autant que dans le service commercial, je ne peux pas lui répondre directement parce que je n'ai pas une visibilité dans le stock. Et le stock n'a pas de visibilité sur la production. Et du coup, ça va ralentir un petit peu tout le processus ou toute l'activité. Avec le RP, ben, du coup, il y a beaucoup d'avantages, mais on voit aussi qu'il y a des inconvénients. On a quand même une unicité de forme, de format, et tout le monde, on va dire, va utiliser la même manière, les mêmes données au même moment. D'accord? Toutes les données sont regroupées et il n'y a aucun doute, et du coup, on a quand même beaucoup d'avantages. Les informations circulent plus facilement. On a les données, par exemple, si je cherche les informations sur les clients, hop, et avec un double clic, je peux trouver l'information. Si je cherche, par exemple, la liste de mes fournisseurs, avec un double clic, je peux filtrer, ainsi de suite. Alors ensuite, attention aussi, il y a certains risques qui sont liés à la notion de projet global d'un ERP. Généralement, si on définit mal les besoins, là, on risque de se tromper. Je peux vous donner un exemple. J'étais dans une structure où on avait mal défini au départ les besoins. C'était une école, d'accord? Et cette école a choisi un ERP qui était très performant dans certaines fonctions, mais qui n'était pas du tout adapté au monde de l'éducation. Et du coup, c'était un ERP qui était incapable de sortir un bulletin de notes. Et c'est vraiment dommage parce que ça n'a pas été identifié et défini dès le départ. La mauvaise communication au sein de l'entreprise, la résistance au changement, ça je pense que vous avez aussi des modules qui le détaillent. Dès qu'il y a un changement, il y a toujours une résistance. Et du coup, comment on va pouvoir accompagner ce changement? Alors, l'incapacité du logiciel à s'adapter aux nombreuses possibilités de l'évolution de l'entreprise. Des fois, un petit peu, on est limité parce qu'on a envie, par exemple, d'utiliser le code barre partout. Ben, du coup, le RP ne l'adapte pas et du coup, ça nous oblige à avoir d'autres systèmes, ce qui nous pénalise un peu plus. Alors aussi, là, je vous ai dit ne pas négliger aussi certaines étapes, d'accord? L'audit de l'organisation, l'analyse des processus. Pourquoi? Parce que finalement, quand on va appliquer le RP, la vision, c'est la vision processus. Si on reste et on tient vraiment à la vision fonctionnelle, organigramme et tout, là, ça risque un petit peu de créer des incohérences. La notion d'intégration, il faut également ne pas négliger de faire un test avant le démarrage réel de l'utilisation de l'ERP, ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut détailler encore. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, il faut faire attention. Généralement, quand on parle d'un ERP, on dit, ou le projet ERP, on dit qu'il y a, OK, la moitié, c'est de l'organisation, d'accord? Un quart, c'est des relations humaines, un quart, c'est du bon sens, et vous voyez en fait très peu de l'informatique. OK, il y a de l'informatique, mais c'est pas ça ce qui va réussir le projet ou pas. D'accord? Il faut quand même qu'on soit bien organisé, qu'on prenne en compte et qu'on implique en fait le personnel ou les ressources et les utilisateurs. D'accord? Et ensuite, un petit peu de bon sens parce que comme on gère un petit peu des ressources humaines, des fois on est obligé de s'adapter, de changer de certaines manières de travailler, d'accompagner le changement, d'essayer de convaincre les gens. Et attention, il y a un petit peu d'informatique, mais pas que. Ceux qui se trompent, c'est quand ils mettent le paquet sur l'informatique, on oublie tout le reste. Là, c'est sûr qu'on va se tromper. Les pièges à éviter, là, je vous ai mis une liste rapide. Oublier les features des utilisateurs, et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est eux qui vont l'utiliser tous les jours, et du coup, il faut absolument qu'on les implique dès le départ. Quand j'ai dit dès le départ, c'est dès la définition du besoin. D'accord? Ça remonte, ça remonte, ça remonte, et c'est comme ça qu'on va essayer de les impliquer tout le long de processus de définition de besoin, de choix, de l'implémentation, ainsi de suite.
Attention aussi parce qu'il y en a certains qui se trompent et disent allez c'est pas grave, il y a une mauvaise communication ou on travaille mal certaines choses, ben, du coup l'ERP va permettre de résoudre le problème. Non, il faut d'abord résoudre le problème avant de passer à l'ERP. Ok. Pensez aussi que le projet ERP c'est un projet informatique, ça on l'a expliqué juste avant. Attention, c'est pas un projet informatique en lui-même, d'accord? Ok, il y a de l'informatique, mais c'est pas que. Il y a aussi toute la partie ressources humaines à gérer. Surestimer les capacités et les compétences, ne pas réorganiser au préalable, essayer de répondre à des symptômes de dysfonctionnement. Si par exemple j'ai deux personnes qui ne communiquent pas dans la vraie vie, c'est pas les ERP qui vont les aider à mieux communiquer. Là aussi, on arrive à quelque chose qui est très important, d'accord? Généralement, et comme on va pouvoir lire ce schéma, là, vous avez en fait deux cercles, d'accord? Alors, on va commencer par, euh, on va commencer par le cercle jaune, d'accord? Là, en fait, c'est ce que je veux et c'est le besoin de l'entreprise, d'accord? Alors, le besoin de l'entreprise, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai envie de faire avec le RP, en fait, c'est tout ce que j'avais mis dans le cahier de charge. Là, on fait le choix d'un autre ERP, d'accord? D'un ERP. Eh ben, dans le ERP qu'on a choisi, ben, il y a une zone qui est commune et il y a certaines fonctions que moi j'avais demandé, que j'avais exigé dans le cahier de charge et elles existent déjà, d'accord? Et parfait, ça, on va bien les exploiter. Ensuite, il y a certaines fonctions ici que moi j'ai demandé dans le cahier de charge, mais qui n'existent pas dans le RP que j'ai choisi. Et du coup, là, il faut faire ce qu'on appelle le développement spécifique. Je donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai envisagé d'utiliser, par exemple, le code barre tout le long de processus, en fait, de A à Z. Là, cet ERP que j'ai choisi ne permet pas de le faire. Et du coup, il faut absolument qu'on rajoute, qu'on développe, ainsi de suite. D'accord? Et ça coûte de l'argent, il faut le prévoir, il faut bien aussi qu'on soit conscient dès le départ. Ensuite, il y a cette zone, d'accord, qui n'est pas commune aussi. Et ça, c'est des fonctions qui sont proposées par le RP qu'on a choisi, que nous, on ne les exploite pas ou ils sont mal exploités aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le RP qu'on a choisi, par exemple, il permet de faire du e-commerce, d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, nous, on ne vend pas du tout en ligne. Bref, c'est des fonctions qui ne nous intéressent pas dans un premier temps. Et du coup, là, il faut faire attention, surtout que cette zone soit la plus petite possible, la plus petite possible pour que ça nous évite de développer des choses. L'idéal, en fait, que l'ERP doit couvrir exactement, d'accord, tous les besoins qu'on avait définis au départ. Ça nous évite derrière de se retrouver avec des développements spécifiques qui vont nous coûter trop cher pour l'entreprise. Alors, les risques, en fait, là, il y a plusieurs risques aussi, j'insiste pas et je rentre pas dans le détail. Surtout, en fait, quand on va utiliser souvent l'ERP, après, c'est lui, en fait, qui va prendre indirectement le contrôle de l'entreprise. Pourquoi? En fait, tout est centralisé, tout est en fait est stocké à l'intérieur de l'ERP. Et comme vous pouvez voir des fois, vous pouvez constater dans certains organismes, dès que en fait le système plante, ben, du coup on peut plus rien faire. La SNCF ne peut pas faire des réservations sans, par exemple, le système d'information. C'est ça en fait les inconvénients. Là vous avez également plusieurs risques. Je vous laisse les lire quand vous aurez un petit moment de libre. Je rentre pas dans le détail et j'insiste pas parce que c'est des choses vraiment supplémentaires, d'accord? Mais il faut faire attention que dans un ERP, ok, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et parmi les inconvénients, il y a aussi des risques auxquels on doit faire face, d'accord? Là, par exemple, on va dépendre de plus en plus à l'éditeur, d'accord? Et à chaque fois, par exemple, on va demander de développer quelque chose de particulier, ben, du coup, il faut payer. Si on veut demander, par exemple, des formations, s'il y a le moindre, par exemple, assistant de sa part, si elle n'a pas été prévue dans le contrat, ben, du coup, c'est pas bon, ben, il faut dégager de l'argent. Bref, je ne rentre pas plus dans le détail. Là, vous avez également les conditions de succès. Il faut bien préparer le projet, ça c'est très important.
le choix d'un logiciel bien adapté et rappelez-vous les deux cercles qu'on avait définis. Il faut absolument qu'ils se collent à parfait si on veut vraiment réussir notre projet ERP. Il faut pas hésiter aussi à faire des professionnels confirmés. D'accord? C'est ce qu'on appelle les consultants, les intégrateurs, ainsi de suite. La formation, très important. D'accord? On ne peut pas lancer les utilisateurs devant un outil qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et du coup, il faut les former tout le long de processus. Et du coup, même s'il y a des mises à jour, même s'il y a des nouvelles fonctionnalités, il faut aussi que on les accompagne avec des fonctions. La notion de bon sens et de l'organisation, on l'a dit à plusieurs reprises, d'accord? L'humain, il n'y a pas que l'informatique, il y a aussi l'humain. Il faut prendre en compte. Et du moment où il y a l'humain, il faut qu'on s'adapte un petit peu. Sinon, on a soit un objectif qu'on n'a pas atteint, d'accord? Ou pire encore, on a un arrêt du projet. Et le pire encore, c'est de faire marche arrière. Imaginez, on a mis 1 an, 2 ans, on a dépensé l'argent, on a mobilisé les gens pendant 1 an ou 12 ans, et finalement, on s'est rendu compte, on n'arrive pas à réaliser le projet ou la mise en place ou l'implémentation de l'ERP qu'on a souhaité et on va arrêter le projet, voire même on va revenir sur l'ancien système qu'on avait il y a 2 ans ou je ne sais pas, ou 3 ans. D'accord? Tout ça, c'est des risques et là, vous avez des facteurs clés, on va dire, de succès. Alors là, je vous donne juste, je vais terminer par ça, je vous donne quelques exemples. Vous avez l'exemple de l'ERP, on va dire le plus connu, c'est SAP. Là, c'est pas la version la plus récente, mais juste en fait, on a la même idée, on a des modules, d'accord? Et c'est ça, en fait, la notion de module. Là, vous avez toute la partie, là, on va l'expliquer ici. On a toute la partie, on va dire, logistique. Et là, vous avez le module SD, parce que quand vous allez voir aussi, vous allez rencontrer des provisionnels ou vous allez voir dans des offres, on va demander une personne, par exemple, spécialisée en supply chain avec une maîtrise du module SD MMPP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, c'est tout simplement le module administration des ventes, le module gestion de la matière, module gestion de la production, gestion de la qualité, ainsi de suite. Vous avez également à l'intérieur de chaque module plusieurs, on va dire, sous-domaines. Et là, vous avez une liste détaillée de tous les sous-domaines. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ça. C'est juste en fait ce qu'il faut garder en tête. Ici, c'est que vous avez différents modules. OK? À l'intérieur du module, on peut également trouver des sous-modules. Là, vous avez également la partie financière pour ceux qui font de contrôle de gestion, la finance, ainsi de suite. Vous avez également un deuxième exemple de BAN. Ça date un petit peu, mais bref, là, juste en fait, la notion que peu importe le RP, on va trouver des domaines ou des briques. D'accord? Dans chaque domaine, on peut descendre encore pour trouver des sous-domaines, ainsi de suite. Là, vous avez un peu plus de détails. Et je vous ai même mis l'exemple de A à Z, par exemple, si on souhaite lancer une commande. D'accord? Là, vous avez la gestion financière, la gestion de la fabrication, la gestion logistique, la gestion de transport, le SAV et la partie, on va dire, développement. OK? Gestion des achats. Là, par exemple, si on souhaite passer une commande, d'accord, chez le fournisseur, on va venir ici dans le grand domaine qui est gestion de la distribution. On va encore venir dans le domaine fonction achat. Et ensuite, dans le sous-module, on va ici dans l'ordre d'achat. On va ensuite dans procédure. Et ensuite, on va cliquer 2 fois ici pour ouvrir la fenêtre qui va nous permettre de saisir la gestion des ordres d'achat. Là, on a la fenêtre et du coup, on va saisir tous les éléments. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'objectif, mais je vous montre juste l'exemple. Là, on va saisir, on va passer la commande, on va recevoir la commande et du coup, ça nous permet également de comparer entre ce qu'on a commandé et ce qu'on a reçu. Là, vous avez des lignes. En fait, c'est ce qu'on appelle des lignes dans une commande. Là, on a par exemple 2 lignes. Et justement, quand on parle de l'ERP, c'est indispensable. La notion de paramétrage, elle est très, très, très importante. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre au départ de définir si on veut, par exemple, lier et avoir, par exemple, une application finance. Si on veut également lier notre ERP avec le compte bancaire de l'entreprise. Si on veut également lier avec le transport, ainsi de suite. OK? Il y a plusieurs paramètres à spécifier au départ.
Là, vous avez également un peu plus de détails. Là aussi, je finis juste avec cet exemple réel. En fait, c'est une entreprise dans la région Rhône-Alpes et c'est une entreprise qui fabrique, on va dire, des produits sur mesure. Ok. Comme vous pouvez le voir ici dans la photo, ça permet aux gens de mobilité réduite de se mettre dans une position debout. Peut-être pour nous, c'est rien du tout, mais pour eux, c'est très important. Par exemple, le stress juste pour se mettre debout, pour attraper un livre dans la bibliothèque. Ok. Et du coup, cette entreprise, elle avait beaucoup de difficultés. Là, vous avez, avant la mise en place de l'ERP, on va des fois saisir des données deux fois. Des fois, on va saisir la mauvaise quantité. Des fois, il y avait aussi des incohérences entre ce que le client a commandé et ce qu'il va recevoir comme produit. Bref, on avait plein de problèmes. Et du coup, avec la mise en place de l'ERP, là, on arrive à une solution, par exemple, où grâce à la douchette, on dit la scanette, et grâce au code barre, bah, du coup, on va pouvoir, pour chaque commande qu'on a reçue, soit par téléphone, soit par fax, soit par email, on va créer un code barre et ce code barre, il va permettre de suivre la progression de cette commande de A à Z. Et du coup, ça a permis à l'entreprise de réaliser des gains considérables. Ok, des gains considérables, surtout en termes de productivité, de qualité de service, ainsi de suite. Je finis juste avec un dernier, c'est juste pour vous dire aussi si vous avez des compétences en Access, rien n'empêche que vous pouvez des fois aussi développer votre propre ERP. Là, vous avez un exemple concret d'une petite PME où le responsable il avait des compétences en Access et du coup il a commencé à bidouiller un petit peu et franchement à la fin il se retrouve avec un bon ERP qui sert exactement et qui répond exactement à son besoin. Ça c'est avec Access. C'est tout. Là, je pense que vous aurez l'occasion au moins d'utiliser, je vous mettrai le lien si vous pouvez aussi utiliser l'ERP Prélude. C'est un ERP pédagogique qui couvre plus ou moins aussi l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Comme ça, vous allez trouver et vous allez vraiment toucher concrètement c'est quoi un ERP, c'est quoi par exemple les données techniques, c'est quoi la planification, c'est quoi l'ordonnancement, ainsi de suite. Là, vous avez juste une conclusion. Généralement, on a dit un ERP, c'est un système d'information intégré. Pourquoi? Parce qu'il intègre une base de données. À l'intérieur d'un ERP, on va trouver plusieurs modules, d'accord? Et dans chaque module, on va trouver plusieurs fichiers, d'accord? Ou programmes. Là, vous avez, par exemple, le nombre des fichiers des programmes qu'on peut retrouver. Un paramétrage très élaboré permet d'adapter chaque module aux besoins exacts de l'entreprise. C'est pour cela qu'on a dit la partie aussi paramétrage, elle est très importante. À partir de là, vous avez une vision un peu plus détaillée de c'est quoi un ERP, les possibilités, la différence entre un ERP fait sur mesure ou un ERP acheté directement chez un éditeur. Vous avez également l'importance de la dimension projet dans un ERP, les avantages, les inconvénients, les risques à prendre en compte. Cette vidéo est terminée, je vous invite à passer à la vidéo suivante.